Salutations, c'est Discard et on va encore parler de Gasland. Aujourd'hui, on va voir les sponsors Mishkin et Idris. Et on va continuer cette petite série sur la description des différents sponsors. Alors, Mishkin, c'est parti. Je vais pas ajouter de véhicule tout de suite, ce que je vais faire, c'est qu'on va directement regarder un petit peu les avantages qui sont directement liés à ce sponsor. Mais bon, pour les décrire un petit peu vite fait, Mishkin, c'est un petit peu l'équivalent de Rutherford, hein, donc c'est le genre d'équipe qui va rester à distance, avec des armes assez puissantes, et voilà. Alors Dynamo, après s'être activé en phase de vitesse 4, 5 ou 6, ce véhicule peut ajouter plus un jeton munition à une seule de ses armes ou améliorations électriques. On va revenir là-dessus juste après. Donc gros geek, cette équipe peut acheter les armes et améliorations électriques. Voilà. Et en général, les armes et les améliorations électriques n'ont justement qu'une seule munition. Donc si on s'en sert en phase 4, enfin en phase de vitesse 4, ben on pourra la recharger directement pour s'en resservir en 5 ou en 6. Ça peut être pas mal. En plus, bien sûr, des jetons vote du public qui nous permettraient de recharger les armes. Jetons vote du public qu'on pourra gagner assez facilement en début de partie, mais ça va être plus dur si ça s'éternise. On va voir tout de suite pourquoi. Prototype. Lorsqu'un véhicule de cette équipe attaque avec une arme dont aucun autre véhicule de quelque propriétaire que ce soit n'ait déjà fait usage durant la partie, le propriétaire de ce véhicule gagne un vote du public. Ça veut dire que si je suis le premier à tirer avec un revolver, c'est très bien, je gagne un vote du public. Alors, pareil, si je tire avec une mitrailleuse quelconque, je gagne un vote du public. Bon, le problème, c'est que les armes, elles vont vite être utilisées peut-être par les autres. Mais nous, on a quand même l'avantage, en tant que gros geek, d'avoir accès aux armes et aux améliorations électriques. On va voir ça tout de suite. Je vais mettre un véhicule, n'importe lequel... je me trompe à chaque fois. Disons un camion. Voilà, et on va regarder les armes électriques, elles sont ici. On a donc le marteleur, le canon électrique, le super amplificateur cinétique, le brouilleur électromagnétique, le canon gravitationnel et le rayon désintégrateur. Et si on regarde les munitions, ils en ont tous qu'une à chaque fois, ce qui fait que l'avantage qu'on a de se recharger en phase de vitesse 4, 5 ou 6 est vraiment très bienvenu. Alors on a aussi deux améliorations, à savoir le réacteur nucléaire expérimental et le téléporteur expérimental. Ce qui serait intéressant avant de voir les avantages, comme c'est quand même très spécifique à Mishkin, c'est de voir un petit peu qu'est-ce que c'est que ces améliorations électriques. Donc on va aller un petit peu dans le manuel, et on a par exemple ici le brouilleur électromagnétique. Alors ça c'est très simple. Imaginons qu'on se retrouve face à un tank justement Rutherford armé jusqu'aux dents, uniquement pour l'équipe sponsorisée par Mishkin. Le véhicule ciblé ne peut pas utiliser de jetons munitions lors de sa prochaine activation. On n'a pas besoin de lancer de dés, quoi que ce soit, on lance, on cible quelqu'un, et voilà. Alors il y a une portée à ce truc, je me rappelle même plus, attendez, brouilleur, le brouilleur, on lance pas de dés, c'est une portée double, hein, donc ça va quand même vachement loin, donc c'est bien ce que je disais, si on se retrouve face à un tank, on peut faire ça, et il peut pas attaquer pendant tout un tour, donc c'est pas mal pour paralyser l'adversaire. Ensuite, non, on était dans le manuel. Alors, le canon à arc électrique. Alors, premièrement, on va regarder le canon à arc électrique. Il est là, c'est 6d6, donc c'est quand même beaucoup, à une portée double. Donc ça tire de loin, c'est quand même très très bien. Et ça nous dit exactement, uniquement pour les équipes sponsorisées par Mishkin, on sait, le canon à arc électrique est une arme dangereuse qui peut créer un arc électrique entre plusieurs cibles conductrices. Après avoir endommagé une cible, donc portée double, 6d6, le véhicule doit immédiatement attaquer une autre cible depuis la cible actuelle, y compris lui-même, puisque ça peut me revenir dans la gueule évidemment, à portée courte maximum cette fois-ci, avec un arc de tir à 360 degrés. Cette réaction en chaîne continue jusqu'à ce que l'arme ait échoué à endommager une cible ou qu'il n'y ait plus de cible valide. Ce véhicule peut prendre pour cible des véhicules amis avec le canon électrique. Ce véhicule ne peut pas prendre pour cible le même véhicule deux fois durant la même étape d'attaque avec le canon électrique. Ça veut dire que si j'arrive à tirer dans un peloton qui est assez loin de moi, je peux tous les toucher sans me prendre de dégâts. Si je suis trop près, ça pourrait me revenir dans la gueule, et 6d6 évidemment ça peut faire mal. Mais ça reste quand même très intéressant comme truc. On a, qu'est-ce qu'on a ? On a le canon gravitationnel. C'est pas vraiment une arme, encore que si.
Toujours pour Mishkin, si cette arme inflige au moins une touche non annulée à sa cible, au lieu d'infliger du dégât, le propriétaire du véhicule actif doit choisir entre les options suivantes jusqu'à la fin de la prochaine activation. La cible est considérée comme étant d'une classe de poids immédiatement supérieure ou inférieure. Si on a l'impression qu'on va se faire écraser par un monster truck, par exemple, on peut peut-être lui faire un petit coup de canon gravitationnel pour diminuer son poids et le ramener à un poids moyen, ce qui réduirait déjà les dégâts, faire en sorte qu'il pourrait peut-être pas nous foncer dessus, enfin bon. Voilà. Ou on peut faire l'inverse, on peut augmenter le dégât peut-être d'un autre de nos alliés pour qu'il lui puisse après foncer sur quelqu'un. Bon, on peut voir un petit peu n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'électrique? On a le marteleur, que j'aime bien aussi. Cette arme n'a pas besoin qu'on annonce une orientation particulière lorsqu'elle est achetée. Le marteleur est un puissant appareil sonique émettant une onde de choc qui projette dans les airs les véhicules aux alentours. Lorsqu'un véhicule annonce une attaque avec le marteleur, tous les véhicules amis ou adverses à portée moyenne de ce véhicule, dans un arc de tir de 360 degrés, effectuent immédiatement un test de contrôle en considérant que leur vitesse est majorée de 2 jusqu'à un maximum de 6. Alors le test de contrôle, c'est la première étape de ce qu'on fait quand on fait une paire de contrôle. Le test, on va pas caler ni rien, par contre on va juste faire le test en fait c'est le test de tonneau, en gros, pour la faire courte. On va vérifier si on fait des tonneaux. Donc pour rappel, on lance un dé, et si on fait moins que la vitesse actuelle, on fait des tonneaux. Donc en première, on ne peut pas faire de tonneau, parce qu'on ne peut pas faire moins que 1. Par contre, si on roule trop vite et qu'on est en 6ème, il n'y a que le 6 qui va nous empêcher de faire du tonneau. Et là, on va majorer la vitesse de notre cible, du coup de nous-mêmes, ça dépend si ça nous tombe dessus, de 2, mais jusqu'à un maximum de 6. Donc imaginons que le gars il soit tranquille en 3ème, il va devoir faire le test de contrôle en considérant qu'il est en 5ème, ça veut dire que sur 1, 2, 3, 4, il fait des tonneaux. Et le tonneau, ça engendre quoi? Juste 2 points de dégâts et un déplacement vers l'avant qui peut ouvrir une nouvelle fenêtre de collision, refaire du dégât, refaire du danger. Ça peut être très 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 intéressant. Alors, on a le rayon désintégrateur. Alors, c'est très bien aussi. Par contre, le rayon désintégrateur, ça, c'est une attaque à 3d6, si je ne dis pas de bêtises. On va voir ça tout de suite. Ajouter un rayon désintégrateur. Voilà, c'est ça. C'est 3d6 à une portée double. Ça coûte que 3. Je dis que 3, puisque c'est quand même très très fort. Uniquement pour l'équipe Mishkin. Si cette arme fait au moins 5 touches non annulées sur une cible, alors ça, c'est difficile avec 3. Avec 3D, puisqu'il faut qu'on fasse au moins 2-6, mais on va essayer de faire en sorte d'avoir plus facile, évidemment. Donc si on fait au moins 5 touches non annulées sur une cible lors d'une même étape d'attaque, au lieu de subir des dégâts, le véhicule ciblé est immédiatement retiré de la partie. Mais il compte comme ayant été transformé en épave par rapport au vote du public, puisque devenir une épave, ça rapporte un vote du public. Donc ça veut dire que si on a un tank devant nous avec, je sais pas moi, 20 points de vie, si on lui fait une touche avec ce canon désintégrateur, on l'élimine. Direct. Bon, c'est pas évident, mais c'est faisable. Le super amplificateur cinétique. Alors ça c'est plutôt un boost. Uniquement pour les équipes sponsorisées par Mishkin, le super amplificateur cinétique est une arme électrique pour le moins étrange qui envoie une onde de choc sur la cible. La cible du super amplificateur cinétique ne subit aucun dégât mais augmente immédiatement d'un cran sa vitesse actuelle pour chacune des touches non annulées, sans prendre de jetons de danger. Le super amplificateur cinétique ne peut pas augmenter la vitesse actuelle d'un véhicule au-delà de sa vitesse maximum. Donc bien sûr, on peut le faire sur nous, pour augmenter notre vitesse, ça peut être intéressant. On peut le faire aussi peut-être sur un adversaire qui prévoit de faire un virage assez serré, et si on augmente sa vitesse, il ne pourra pas tourner. Ça peut être très très bien. Réacteur nucléaire expérimental. Bon, déjà rien que le nom, ça claque. Uniquement pour Mishkin, et on ne peut pas le mettre sur les véhicules légers. Un véhicule ne peut acheter cette amélioration qu'une seule fois, augmente de 2 la vitesse maximum de ce véhicule jusqu'à un maximum de 6, donc sur une voiture par exemple qui a 5 de base, il monterait à 6, quoi. Il prendrait que 1 point. Sur l'exemple de notre camion, c'est ça, j'avais mis un camion. C'est ici qu'il y a une erreur d'ailleurs, je vais vous montrer ça, je vais retirer le marteleur, je vais lui mettre donc le réacteur expérimental nucléaire, et on est toujours à une vitesse max de 4. Si je retire, on est toujours à une vitesse max de 4. Je vais le remettre, encore une fois. Je vais aller dans imprimer la fiche. Peu importe le style, ça n'a pas d'importance.
vitesse max de 4. Donc si on utilise ce générateur de fiches-ci, bah, il faut indiquer ici un 6 à la place du 4. Il faut essayer de modifier ça. Moi, ce que je fais, c'est que je mets une couleur, du coup je vais peut-être écrire 6 en vert, et je vais écrire aussi le réacteur nucléaire en vert pour faire le lien entre les deux. Mais si j'utilise l'autre éditeur d'équipe, donc le Lucky Razor, donc je vais ajouter une équipe Mishkin. Je vais lui mettre pareil, on va lui mettre un camion, donc ici c'est Heavy Truck. Je vais lui mettre le réacteur nucléaire, voilà, tac, et lui il est monté à 5 vitesses. Donc là ça marche, si je le retire, hop, on est redescendu à 3. Donc voilà, ouais, celui-ci est mieux, mais il est en anglais. Ouais, donc on en était au réacteur nucléaire. Donc ça augmente notre vitesse de 2, jusqu'à un maximum de 6. Ce véhicule considère le gabarit de déplacement droit long comme étant autorisé à n'importe quelle vitesse, et le gabarit long n'est jamais considéré comme trivial ou dangereux. Ça veut dire qu'on n'a jamais le bonus d'embrayage, mais on n'a jamais le malus de danger non plus. Par contre, si ce véhicule échoue à un test de contrôle, il devient immédiatement une épave et explose automatiquement lorsque son véhicule explose. Il est considéré comme étant de poids lourd. Donc attention au marteleur, par exemple, qui provoque un test de contrôle, puisqu'on va forcément exploser, et on va faire une grosse explosion. Après, ça peut être drôle. Donc ça veut dire qu'on peut utiliser le gabarit droit long tout le temps. Dès la première vitesse, on peut avancer avec le gabarit droit long, ce qui fait évidemment que tous les véhicules avec un moteur nucléaire sont évidemment très rapides. Et on a le téléporteur expérimental, uniquement pour Mishkin évidemment. Un véhicule ne peut acheter cette amélioration qu'une seule fois. Au début de l'activation de ce véhicule, il peut choisir d'activer son téléporteur expérimental, avant et en plus de son étape de déplacement normal. Lorsque le téléporteur expérimental est activé, le véhicule prend 3 jetons de danger et son propriétaire lance un dé de manœuvre. Si le résultat du dé de manœuvre est autre chose qu'un danger, placez le véhicule à portée moyenne maximum de sa position actuelle, mais pas au contact avec un obstacle ou un terrain difficile ou dangereux, sans modifier l'orientation du véhicule. Ceci n'occasionne pas de collision. Ce véhicule commence son étape de déplacement à partir de cette nouvelle position. Si le résultat du dé de manœuvre est un danger, le joueur à gauche du propriétaire du véhicule place ce dernier à n'importe quelle portée longue maximum de sa position actuelle, sans qu'il soit au contact avec un obstacle. C'est les mêmes règles, hein. Sans terrain difficile, dangereux, sans modifier son orientation. Ça veut dire que si jamais on sort un danger, il peut réutiliser un gabarit droit long pour nous remettre en arrière, ce qui est pas bien. Par contre, c'est vrai que l'utilisation à portée moyenne courte, quand ça se passe bien, pour éviter un obstacle, prendre un petit peu d'avance, c'est plutôt pas mal. Après, il coûte quand même cher, hein, je crois, ce réacteur expérimental. C'était combien encore le téléporteur, pardon, ça coûte 7. Par contre, ça prend pas d'emplacement. Voilà, donc on va voir maintenant les avantages. Alors les avantages militaires, on les a vus quand on a vu Rutherford, on va peut-être les repasser en vue, mais vite fait. On a tireur d'élite. Lors de l'étape d'attaque de ce véhicule, il gagne un bonus de +1 à chacun de ses dés pour toucher s'il effectue une attaque à portée double. Au-delà de la portée moyenne, seul un D6 naturel reste critique. Bon, évidemment, si on veut jouer le rayon des intégrateurs, c'est ultra intéressant. Servant d'artillerie, c'est la même chose, sauf que là, pour rajouter +1 à un de nos dés, on va devoir diminuer notre équipage de 1. Ça veut dire que si on coche les deux, hein, je le rappelle, au lieu de toucher sur 4, 5 ou 6, on touche sur 2, 3, 4, 5 ou 6. Évidemment que c'est fort. Le problème, c'est que rayon des intégrateurs, il lance que 3D, donc même si on touche que sur 2, 3, 4, 5 ou 6, ça nous aide pas tant que ça, puisque ce qu'il faudrait, c'est que c'est plus de 6, quoi. Charger à bloc, bah, charger à bloc, on s'en fout un petit peu, hein, donc ça veut dire que si une arme a 3 jetons de munitions au moment où on défausse pour attaquer, on va gagner +1 sur nos dés d'attaque. Mais nous, nos munitions, si on choisit les armes électriques, on en aura toujours qu'une, donc c'est un peu relou. Tir rapide, ça c'est bien aussi, hein. Donc une fois par manche, après avoir attaqué avec une arme, ce véhicule peut résoudre une étape d'attaque supplémentaire pour attaquer avec cette arme uniquement. Si on joue le canon électrique par exemple, ça peut nous permettre d'attaquer 2 fois dans un peloton quand on voit qu'on est bien placé. C'est qu'une fois par manche, mais là c'est vraiment une attaque qu'on fait vraiment au bon moment, ça peut faire la différence parce qu'on va toucher tout le monde. Tir à la tête, lorsque
Lorsqu'il effectue une attaque de tir, les touches critiques de ce véhicule infligent 3 touches au lieu des 2 habituelles. Donc ça veut dire que si je coche ça, ça et ça, on va faire un petit test. Bon là je suis sur un site pour jouer au YAMS, mais on s'en fout. Donc je vais lancer 3D avec les options que j'ai choisies. Donc 3D pour le canon le désintégrateur. Bon là je fais que 3 touches, hein, d'accord, je touche sur 2, mais ça fait que 3 touches. On va faire, allez, je sais pas, 5 essais. Deuxième essai, 3 touches. Troisième essai, 3 touches, ouais. Quatrième essai, bah là c'est bon, on fait 3, 4, 5. Là on désintègre un char d'assaut. Dernier essai, ah non, c'est vrai. C'est quand même difficile, hein. Il faut quand même du bruit. Ouais, bon, on aura essayé. Et riposte, une fois par phase de vitesse, si ce véhicule est la cible d'une attaque de tir, il peut prendre 2 jetons de danger pour attaquer immédiatement comme s'il s'agissait de son étape d'attaque. Bah, c'est une riposte. Alors, eux, évidemment, ils sont plutôt orientés technologie. Ils ont les moteurs fusées. Lorsque ce véhicule se déplace durant un tonneau, il peut choisir d'utiliser le gabarit droit long ou déviation ou léger au lieu du gabarit moyen. Donc le léger, c'est un virage, c'est un virage léger. Déviation, c'est une petite embardée, mais une petite parce qu'il y a la grosse embardée. Et il peut aussi utiliser le gabarit droit moyen. Donc voilà, ça nous permet d'aller plus loin. Et vu qu'on peut peut-être provoquer ces tonneaux avec notre marteleur, on peut peut-être s'en servir pour faire quelque chose de bien. À voir. Survolté. Au début de chaque partie, ce véhicule gagne un avantage rapidité au hasard, et cet avantage est retiré en fin de partie. Alors les avantages de rapidité, bah là on les voit pas. Faudrait que je retourne dans le manuel. Ils sont là. Donc ça veut dire qu'en début de partie, vu qu'il y en a 6, on lance un dé. On va faire un test, tiens, on va le faire vraiment. On va lancer un seul dé. Hop. Boum, je fais 2. Sillage. Bon, sillage c'est pas ouf. On le verra après, sillage, quand on parlera d'Idriss, puisque de toute façon Idriss c'est le prochain, mais imaginons, j'ai de la chance, je fais 6. Et donc ça coûte pas cher en plus, cette capacité-là, donc survolter ça coûte que 1, gyroscope ça coûte que 1 aussi, je dis, parce qu'on va en parler tout de suite, c'est la même chose. Donc voilà, ça coûte que 1, et je pourrais avoir à fond la caisse. Ce véhicule considère le gabarit droit long comme étant autorisé à n'importe quelle vitesse. Bon, c'est la même chose que si j'avais un moteur nucléaire, sauf que j'ai pas de moteur nucléaire. En gros. Donc c'est quand même pas si mal que ça aussi. Temps additionnel, à la fin d'une étape de déplacement où ce véhicule franchit une porte, il peut retirer n'importe quel nombre de jetons de danger, autant dire tous, hein. Donc ça peut être vraiment très intéressant. Gyroscope, c'est la même chose, sauf que là, on va venir chercher des avantages dans l'arbre audace. Alors le problème avec celui-ci, bah, je vais cocher les deux, tiens, on va voir, hein, survolter, voilà, je sauvegarde. Je veux imprimer ma fiche de véhicule, je coche tout, voilà, je coche tout pour être bien sûr. Il ne va pas m'afficher ces capacités-là. Alors que si je le fais avec l'autre, le Lukerazor, donc, comment il s'appelle évidemment en anglais ces machins-là, on a Whizbang et donc ouais c'est bon. J'en rajoute encore un, l'autre c'est Gyroscope. Voilà, c'est ça. Et là, si j'imprime, je peux cocher ici. Voilà. Et donc on a Whizbang et Gyroscope qui sont ici, donc je lance mon dé pour savoir quel avantage je vais avoir pour cette partie-ci, parce que ça marche pour toute la partie. Encore un avantage de celui-ci, son défaut, c'est toujours d'être en anglais. C'est pas grave. Je vais pas passer en revue le gyroscope, on le verra plus tard. Navigation par satellite. Lorsque ce véhicule résout des dés de manœuvre, son propriétaire peut mettre de côté un résultat embrayage. Ce véhicule peut avoir autant de résultats embrayage mis de côté que désirés. Tous les véhicules de cette équipe peuvent utiliser ces embrayages mis de côté lors d'une étape de déplacement ultérieure, comme s'ils les avaient obtenus en s'en aidant. Enfin bon, voilà. Ça peut être pas mal parce que ça arrive par exemple en début de partie. On n'est même pas obligé de lancer les dés quand on est au début, hein, mais bon, là, imaginons, on lance les dés, on a un bon véhicule qui lance genre, je sais pas, 4 dés, et il fait 4 embrayages. On va peut-être en utiliser 2 pour changer de vitesse sans se prendre de danger, puis il va nous rester 2 embrayages et ils sont perdus. Ben là, on peut les mettre de côté pour plus tard, ça peut quand même être sympa. En plus, ça coûte pas si cher, hein, ça coûte que 2. Mécano de bord. Une fois par activation, au début de son étape d'attaque, ce véhicule peut temporairement réduire sa valeur d'équipage une seule fois jusqu'à la fin de l'étape d'attaque, évidemment, pour effectuer une opération de fortune. S'il le fait, ce véhicule regagne un point de carrosserie. Ceci ne peut pas lui permettre de dépasser son nombre de points de carrosserie de départ. Donc, on va réduire notre niveau d'équipage. Donc, pour rappel, c'est le nombre d'attaques qu'on fait pendant la phase d'attaque, hein, en gros.
Donc là, par contre, toujours avec l'exemple du camion, au lieu de faire 3 attaques, j'en ferai plus que 2. Par contre, je peux me soigner d'un dégât. Ça peut être pas mal. Et le dernier, Eureka, qui coûte 4, une fois par partie. Alors déjà, c'est qu'une fois sur toute la partie. Au début de son étape d'attaque, le propriétaire de ce véhicule peut choisir n'importe quelle arme avec laquelle ce véhicule n'a pas encore attaqué durant cette partie, même une dont il n'est pas équipé ou à laquelle il n'a normalement pas accès. Ce véhicule est considéré comme étant équipé de l'arme en question, orienté comme il le souhaite et pour la prochaine attaque uniquement. Les armes ayant des restrictions en termes d'orientation doivent continuer à respecter cette restriction. Ça veut dire que si j'ai un adversaire devant moi, que j'ai déjà un véhicule bien rempli, j'ai plus d'emplacement ni rien, je peux quand même venir chercher par exemple la règle du BFG, qui est une grosse arme qui tire avec 10d6. Bon, il y a une contrepartie, il va y avoir un recul, on va devoir reculer et tout ça, mais ça me permet de faire usage d'une arme dont personne n'a encore fait usage. Évidemment, je peux choisir une arme qui n'a pas été utilisée, ce qui me permet de gagner encore une fois un vote du public. Voilà, bon, si vous voulez vraiment la description des votes du public, je les mets en description ou en commentaire épinglé. Voilà, comme ça vous pouvez vérifier ce qu'on peut acheter avec les votes du public à tout moment. Et on en a terminé donc pour Mishkin, et on va passer directement à Idris. Alors Idris, eux, c'est des pros de la vitesse. Si je devrais les comparer, encore une fois, à des véhicules qu'on voit dans la pop culture, on n'est plus dans le Fast and Furious 3 comme le Miyazaki, on est plutôt dans le premier. On revient au premier Fast and Furious, avec des véhicules équipés de nitro. Alors, qu'est-ce qu'on a? Accro à la nitro. Cette équipe peut acheter des améliorations nitro pour la moitié du prix indiqué. Normalement, le nitro ça coûte 6, bon là on les a pour 3, ça nous incite quand même pas mal à en mettre sur tous nos véhicules. Le nitro ça peut quand même être vachement utile dans certains cas, surtout pour eux, on verra ça après. Collé à l'asphalte, cette équipe ne peut pas acheter de gyrocoptère, donc voilà, pas de gyrocoptère, pas d'hélicoptère non plus, puisque de toute façon il n'y a que Russell Force qui a des hélicos. Bon, on n'aura que des véhicules terrestres, mais en même temps, c'est toujours le cas après. Moi j'ai même pas d'hélico dans mon stock de véhicules. Culte de la vitesse. Lors des phases de vitesse 1, 2 ou 3, si ce véhicule choisit un gabarit de déplacement droit long, y compris celui utilisé pour l'amélioration nitro, son propriétaire gagne un vote du public. Eux, ils peuvent gagner des votes du public super facilement. Tour 1, je claque un nitro, ça y est, je gagne un vote du public. Démon de la vitesse. Lorsque ce véhicule prend des jetons danger en utilisant sa nitro, il n'en prend que jusqu'à en avoir 3 au lieu de 5. Alors comment ça marche la nitro en temps normal? Si on décide d'utiliser une nitro pendant notre phase de déplacement, on va commencer par ça. On va mettre un gabarit droit long en face de notre véhicule, on va au bout de ce gabarit droit, on va se prendre des jetons de danger jusqu'à en avoir 5 en temps normal, ensuite on fait notre phase de mouvement normal, on lance nos dés, peut-être qu'on va avoir assez d'embrayage pour diminuer nos jetons de danger, mais après cette phase de mouvement classique, on va se reprendre des jetons de danger jusqu'à en avoir 5. Bon, eux, ils vont le faire que jusqu'à en avoir 3. Donc ils peuvent claquer... Ça veut dire aussi que si on claque un nitro alors qu'on a déjà 3 ou 4 jetons de danger, on ne s'en prend pas du tout. On n'en prend que jusqu'à en avoir. Et donc, déjà qu'ils les payent moins cher, les nitros, mais en plus, ils ont moins de contrepartie, donc c'est quand même super intéressant. Et c'est pas tout. C'est pas tout. On va regarder qu'est-ce qu'ils ont de spécial. Donc c'est maintenant qu'on va voir... ouais, je vais ajouter un véhicule, disons... on va être gentil, on va mettre une voiture de sport. Ouais, bon, allez. On verra le dragster peut-être après. Alors, quels sont les avantages? Donc eux, ils sont plutôt rapidité, précision, on a déjà vu quand on a fait Miyazaki, on va repasser ça vite fait. Mister Fahrenheit, ce véhicule ne peut pas prendre plus de 2 jetons de danger lors d'une collision au cours d'une même activation, voilà, c'est pour se protéger. Heure de gloire, une fois par partie après avoir lancé les dés de manœuvre, mais avant de résoudre les résultats, ce véhicule peut immédiatement placer n'importe quel nombre de dés de manœuvre sur la face de son choix. Une fois pour la partie, mais ça peut être pas mal. Prudence, quand ce véhicule devrait prendre un jeton de danger lorsqu'il descend d'une vitesse, il retire un jeton de danger à la place, donc ça c'est quand même très bien. Surtout avec le départ éclair qu'on verra après, je vais le cocher, tiens. Expertise, ce véhicule ajoute +1 à sa valeur de manœuvrabilité, donc si on veut lancer plus de dés, c'est quand même bien. Art de la route, ce véhicule peut choisir ses gabarits de déplacement comme si sa vitesse actuelle était un cran immédiatement plus bas ou plus haut. Utilisez cette nouvelle vitesse pour déterminer si la manœuvre est triviale ou dangereuse, pour éviter de se prendre un jeton de danger, ou pour être peut-être capable de tourner même si on est en vitesse 6. Hein, au moins on pourrait prendre un gabarit qui serait destiné à la vitesse 5.
Et piloté une fois par manche, ce véhicule peut défausser un résultat d'un D6 de manœuvre avant d'appliquer le résultat. Pour éviter un dérapage malencontreux qui nous ferait sortir de la table, ça peut nous sauver. Ensuite, quand même, le point fort de Idriss, c'est la rapidité. On a le départ éclair. En début de partie, on lance un D6, et ce véhicule commence la partie à cette vitesse-là. Et on relance le dé, évidemment, si on a fait plus que notre vitesse maximum autorisée. On va faire un test, voilà, je lance un dé. Je commence en première, voilà, ça ne change rien. Voilà, là je commence en deuxième. Vraiment, ça veut pas. Voilà. Wow, coup de bol, j'ai fait un 5, je commence la partie directement en 5ème, ce qui fait que je roule peut-être un petit peu vite pour prendre de beaux virages, mais vu que j'ai la prudence, quand je vais utiliser mes embrayages pour rétrograder, bah déjà je vais rétrograder, ce qui m'intéresse, mais je vais me retirer des jetons de danger. Sillage c'est particulier aussi, en cas d'éperonnage. Si ce véhicule est impliqué dans une collision arrière lors de son activation, ce véhicule peut annoncer une réaction sillage. S'il le fait, l'autre véhicule ne peut pas annoncer de réaction. Le véhicule actif peut alors monter ou descendre d'une vitesse en prenant un jeton de danger, et aucun des véhicules ne prend de jeton de danger suite à cette collision. Ça veut dire que si je rentre dans un véhicule adverse mais que j'ai pas l'intention de changer de vitesse, je peux simplement annoncer sillage. Lui, il peut rien annoncer du tout, il peut pas faire attaque ou défendre, juste il va rien se passer. On se prend pas de jetons de danger, pas de dégâts, et tout le monde est content. Ça peut être pas mal pour éviter de se prendre du dégât pour rien. Après, si on joue avec une voiture de sport, par exemple, j'en avais parlé quand on a fait Miyazaki, on se rappelle peut-être la dérobade, si je rentre dans le cul d'une voiture de sport et que j'utilise le sillage, personne ne se prend de point de dégâts, personne ne se prend de point de danger, mais la voiture de sport va faire une activation gratuite, ce qui évidemment est plutôt intéressant. Et la voiture de sport, évidemment, qu'Idriss peut l'utiliser. Tout le monde peut l'utiliser presque. Surcharge. Lors de la résolution des dés de manœuvre pendant son étape de déplacement, ce véhicule peut lancer un dé de manœuvre supplémentaire. S'il le fait, il doit faire en sorte de monter ou de descendre d'une vitesse. S'il ne parvient pas à monter de vitesse, il doit prendre un jeton de danger. Alors on rappelle que monter de vitesse, c'est aussi du danger. Mais si on a un véhicule qui n'a pas une très bonne manœuvrabilité, et qu'on veut absolument être sûr de changer de vitesse, ça peut être pas mal, on va lancer un dé de plus pour augmenter nos chances. Si on n'y arrive pas, c'est pas de bol, mais bon, c'est pas de bol quoi. Rétrograder. À la fin d'une étape de déplacement où ce véhicule est descendu d'au moins une vitesse, ce véhicule peut effectuer un déplacement forcé vers l'avant avec un gabarit droit court. Donc évidemment, on peut le combiner avec ce qu'on a déjà choisi. Ce qui fait que si je rétrograde, je retire un jeton de danger, et en plus de ça, j'avance d'un gabarit droit court. Si je veux, je peux. Donc ça me permet de prendre une petite avance de plus qui est pas négligeable. Temps additionnel, ça le temps additionnel c'est masterclass. À la fin d'une étape de déplacement où ce véhicule a franchi une porte, il peut retirer n'importe quel nombre de jetons de danger. Autant dire tous les jetons de danger, comme ça on est bien. Et voilà. Et à fond la caisse, ce véhicule considère le gabarit droit long comme étant autorisé à n'importe quelle vitesse. Le gabarit droit long est considéré comme étant ni dangereux ni trivial dans aucune vitesse. Bon, on a déjà vu ça avec le réacteur nucléaire. Ça veut dire que si on a ce machin-là, pendant les phases de vitesse 1, 2 ou 3, à chaque fois qu'on l'utilise, on gagne un vote du public. Ça veut dire que si je claque un turbo, donc je vais utiliser le gabarit droit long pour l'utilisation du nitro, et en plus je fais mon déplacement normal peut-être avec ce gabarit-là, si j'ai la place devant moi, pour gagner un deuxième vote du public. Alors vite fait pour rigoler, on va parler du dragster. Donc le dragster c'est pas bien compliqué, ça coûte pas cher, ça n'a que 4 points de carrosserie. Le truc qui est marrant avec le dragster, c'est que il a un moteur à réaction. Ça veut dire quoi le moteur à réaction? Ça veut dire qu'un véhicule équipé d'un moteur à réaction est considéré comme ayant l'amélioration nitro avec un nombre infini de jetons munitions. Ceci implique que si ce véhicule explose, automatiquement lorsqu'il devient une épave. On rappelle qu'on devient une épave, on lance un dé, et on explose sur 6 ou plus, mais on ajoute au dé les munitions qui nous restent. Évidemment que s'il nous reste un nombre infini de munitions, on explose. Et le véhicule équipé d'un moteur à réaction doit utiliser sa nitro à chaque activation. Donc faites gaffe comment vous terminez votre activation, puisque vous savez qu'au prochain tour, vous allez aller tout droit avec un gabarit droit long. Donc s'il y a un mur devant nous, on est droit dedans. Et comme on n'a que 4 points de vie, on est mort. Mais ça peut être marrant.
Alors évidemment, c'est ultime en ligne droite, personne ne peut battre le dragster en ligne droite. Par contre, si c'est un circuit avec des virages, le dragster ne battra personne non plus. Et je crois qu'on a fait le tour de Mishkin et d'Idriss. Voilà, deux équipes qui sont, ma foi, très sympathiques. Sur ce, on se retrouve pour un prochain épisode. Voilà. Salut!